Bonjour, chers francophones, je suis le bonimenteur français. Je suis ici pour parler du cinéma français de A à Z. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un film qui va traiter de la police qui enquête sur les policiers. Ah ouais, tu vas parler des violences policières? Ah quoi, qu'est-ce qu'il y a de mal à dire violence? Ta gueule, ta gueule, ta gueule. Je te dis tout de suite, il n'y a jamais eu de VP. J'en tiens de notre leader suprême qui connaît tout de la vérité. Et surtout parce que j'ai pas envie que ma chaîne se fasse supprimer. Donc voilà, déjà que notre dernier ministre de l'Intérieur, Lulu, n'est pas très fan de l'humour et qui fasse des procès à n'importe qui, voilà, faut faire attention. Trop de bonheur, trop d'émotions. Alors c'est parti pour parler d'un film qui va vachement diviser, comme d'habitude. Donc... Dossier 137 de Dominique Moll. Dominique Moll fait partie de ces cinéastes francophones hors du carcan habituel où au départ, il rêvait de tourner des documentaires animaliers. Remarque que ça reste dans la continuité de ces documentaires vu comment ces personnages retombent dans leurs travers bestiaux. Tout d'abord, il ira à l'université de New York pour étudier le cinéma où il commencera à faire quelques courts-métrages et d'autres. Puis il reviendra en France pour l'IDEC, devenu la FEMIS, avec la même envie d'étudier et de tourner. Et lors de son passage à l'école, il aura pu faire des rencontres sur ses premiers partenaires artistiques comme Laurent Cantet et Gilles Marchand. Pour ce dernier, on en reparlera très vite. Et après ses études, il proposera en 1993 un premier long métrage qui se nommera Intimité, inspiré d'une nouvelle de Jean-Paul Sartre. Voici le synopsis. Françoise est déterminée à faire découvrir l'épanouissement sexuel à son amie Lucie, qu'elle juge engluée dans la routine conjugale avec Henri, son mari défaillant. Quel morceau, hein? Eh bien, voilà une histoire chaude comme la braise. Si chaude qu'il est passé inaperçu, a laissé un froid glacial et est encore impossible à trouver aujourd'hui. Donc ce sera une longue traversée du désert pour qu'il revienne 7 ans plus tard pour son deuxième long métrage bien plus connu avec Harry, un ami qui vous veut du bien. Et là, avec ce long, on a déjà toute la fascination de Moll à vouloir mettre en avant la manipulation humaine et la destruction des relations. Un début d'une perception du chaos. Comment la vie se transforme en chaos et comment l'irrationnel fait irruption dans le rationnel. Donc on peut dire que ces histoires ne sont pas si molles. Very funny. Et par ce deuxième essai, aidé par Gilles Marchand, ce thriller moderne aura eu le succès public et critique jusqu'à recevoir près de 4 Césars avec celui de la meilleure réalisation. Avec cette notoriété grandissante, on peut dire que son chemin était tout tracé pour que le public le suive jusqu'au bout de ses histoires. En fait, c'est plus compliqué que ça. Oui, malgré le succès de son deuxième film, ses autres métrages n'auront jamais eu cette aura de boom populaire où ils auront tous eu des avis très mitigés, voire catastrophiques. Mais il n'aura pas arrêté de filmer pour autant, car il aura au moins travaillé pour des séries. Il faut bien manger quand même. En soi, il n'abandonnera pas son style destructeur de la vie humaine pour enfin revenir en 2019 sur un thriller d'une noirceur abyssale et qui mérite bien plus de bonnes notes que ses autres films, avec Seules les bêtes. Tu t'en vas. Et dans mon cœur, ce n'est rien que quelques semaines à s'attendre. Mais tu t'en vas. J'ai peur de l'hiver et du froid. J'ai peur du vide, de l'absence. Et après cette sortie dans l'indifférence générale, Je souffre encore. il reviendra de plus belle en 2022 pour nous proposer une affaire policière où l'enquête piétine et retranscrit bien notre époque avec La Nuit du 12. À la PJ, on raconte que chaque enquêteur tombe un jour ou l'autre sur un crime qui le hante. J'en peux plus de tous ces connards. Ça me rend haineux. Elle se met à vous tourner dans la tête jusqu'à l'obsession. Arrête, ça vous bouffe de l'intérieur. Maintenant, arrête-toi. Ça vous dévore. C'est quelque chose qui cloche entre les hommes et les femmes. Et là, le public était de nouveau au rendez-vous pour qu'il fasse une razzia des prix en obtenant une deuxième fois le César du meilleur réalisateur. Il était redevenu le roi du monde jusqu'à même pouvoir donner des petits tacles à notre gouvernement actuel. Alors ça, c'est mon petit péché mignon. Et après ça, Dominique Moll n'en avait pas fini de parler des forces de l'ordre car il nous proposera une mise en abîme du monde de l'IGPN, la police des polices, en cette année 2025 avec Dossier 137. Une enquête où beaucoup de personnes auront leur manière de critiquer ou non et de soutenir ou
ou non la police d'aujourd'hui. Car n'oublions pas qu'ils sont agents de la paix avant tout. Donc arrivera-t-il à nous proposer une nouvelle vision de la manipulation humaine dans le corps de la haute fonction de la police pour obtenir une certaine vérité? C'est ce que nous allons voir maintenant. Donc, qu'est-ce que j'en ai pensé? Dossier 137 de Dominique Moll est un film assez froid qui met en place un ordre établi qui est au bord de l'implosion où nous, spectateurs, cherchons un semblant de justice dans un pays qui arrive avec une sensation d'écœurement. Donc tout commence sur le suivi d'une enquêtrice, Stéphanie, qui travaille à l'IGPN pour enquêter sur un homme blessé qui a reçu un tir de LBD pendant une manifestation des Gilets jaunes. Elle va par la suite intervenir pour éclaircir une responsabilité ou non d'un policier. On peut dire que Dossier 137 est une prolongation de la nuit du 12, mais il y a quand même eu une année où je cherchais d'autres choses, où je n'étais pas entièrement sûr de vouloir refaire une enquête policière. Et puis au bout d'un moment, je sentais quand même que ça me plaisait, que ça me travaillait. Enfin voilà, de questionner un peu les institutions policières. Enfin, et de déjà comprendre comment ça fonctionne. Déjà, ce qui change du précédent film de Moll, c'est que là, il propose très peu de mise en scène où on peut craindre une certaine sobriété. Il y a beaucoup de chant contre chant et ce sont les suivis des personnages qui sont entrepris pour sentir le rythme. Mais à la place, c'est beaucoup le montage qui se joue où il accentue une répétition sur les images de violence pour que le spectateur ressente plus les événements et qu'il juge par lui-même ce qu'il voit. Il propose d'ailleurs plusieurs formats d'images d'archives pour rester dans un suivi de l'histoire très vif. Ordinateur, télévision, portable, tout y passe. J'ai vu, enfin, en étant à l'IGPN, en voyant les enquêtrices et les enquêteurs travailler, que l'importance des images, enfin des vidéos, ils passaient beaucoup de temps à visionner des vidéos de caméras de surveillance de la préfecture, de caméras de smartphone, des vidéos de smartphone postées sur les réseaux sociaux, de choses qu'avaient filmées les journalistes pour trouver des preuves visuelles liées à une plainte qui avait été déposée contre un policier, par exemple. Et donc on a construit nous aussi notre enquête à partir de vidéos comme ça qui petit à petit vont permettre à l'enquête de progresser. Et ça a quelque chose de très cinématographique, de voir des enquêteurs scruter des vidéos et d'essayer de trouver des détails, parfois tout au fond de l'image, de flou, mal définis, qui vont leur permettre de comprendre un peu mieux ce qui s'est passé. Le film peut se prêter à une sorte de docu-fiction, de documentaire sur le monde de l'IGPN. On voit avec ce film que ses débuts de documentariste sont restés, car les cadres et la caméra à l'épaule peuvent vraiment penser à ces émissions de télévision qui montrent la mission de la police qu'on voit beaucoup de fois. Beaucoup trop. Et sans vraiment approfondir les sujets pour questionner l'importance de leur boulot et leurs ambiguïtés. Puis, pour l'écriture, Moll retravaillera encore une fois avec Gilles Marchand, son collègue de longue date, pour détailler plus précisément cette enquête, aidé du livre de Pauline Guénard, 18-3, une année à la PJ, pour changer de point et se situer sur les lieux de l'IGPN. Enfin, le plus important pour pouvoir raconter cette histoire, sinon je pense que je ne l'aurais pas fait, parce que pour moi il est important de savoir de quoi on parle et de maîtriser son sujet, c'est que j'ai eu la chance assez inespérée de pouvoir faire une immersion au sein de l'IGPN, de la délégation parisienne pendant une semaine, et ce qui m'a permis d'assister à des auditions, de voir comment ça fonctionnait, et surtout de pouvoir échanger avec des enquêteurs et des enquêtrices sur leur travail. Donc c'est sûr que ça peut perdre du monde avec tous les termes techniques et les définitions de chaque procédure pour qu'on comprenne tout. Les lois de la réglementation peuvent nous perdre. C'est vrai qu'il y a un langage assez particulier, enfin très spécifique comme ça, qui devient presque poétique, quoi, à force d'abstraction. C'est souvent les mêmes questions, souvent les mêmes réponses, donc il y a un côté un peu répétitif qui peut paraître un peu anti-narratif aussi. De créer du sens, du rythme, en juxtaposant des plans et en créant des associations, ça c'est typiquement... Il n'y a que le cinéma qui fait ça, quoi. Et donc ces scènes-là, notamment, on a travaillé là-dessus. Et bien que je trouve que ça casse un peu la rythmique du film, lorsqu'on suit la vie quotidienne de Stéphanie, ça permet néanmoins de lâcher du lest sur ce dossier qui pèse. Au départ, j'avais cru que ça allait gâcher une partie du film, ces scènes monotones, mais ça permet de plus connaître cette femme hors du travail pour montrer qu'elle est une personne comme les autres et que ça ne nuit pas à la baisse de l'importance de l'investigation. Tout est fait pour qu'on reste sur le sujet
principal. Et de mon point de vue, comme L627 de Bertrand Tavernier, qui présentait le job de la brigade des stupes, Moll tente de montrer le plus précisément possible le travail de l'IGPN, tout en gardant une certaine neutralité et en mettant en avant les pressions qu'ils peuvent avoir, comme leur hiérarchie, le syndicat des policiers ou encore des civils. Il y a une remise en question systématique de la légitimité de leur travail. C'est là qu'on ressent tout le long une ambiance lourde sur l'aboutissement de cette affaire. Certains moments clés où il y a un vif silence pour attendre la réponse sont prenants, car ce film n'est pas vraiment là pour régler ou non l'enquête. Des pans entiers de la population détestent la police, et voilà, la relation citoyen-police est quand même quelque chose d'assez essentiel et important dans une démocratie, et on avait envie de questionner ça aussi, d'en parler. Ouais. Je ne pense pas que c'est un film contre les flics, mais un film qui montre les limites de la loi pour comparaître un droit juste d'une vraie démocratie. Malheureusement, la réalité nous montrera que ce n'est pas gagné. Quand on conçoit un film ou quand on commence à travailler sur un scénario, la première question, enfin que ce soit pour Gilles ou pour moi, c'est effectivement la question du point de vue, enfin du point de vue de qui on va raconter l'histoire. Après, il peut y avoir des points de vue multiples. Enfin, là, c'est un point de vue quasi unique, mais ça peut être des points de vue multiples. Mais de cette question du point de vue découle tout. Enfin, pas que l'écriture du scénario, mais aussi le découpage, la façon de la mise en scène, la façon de filmer les choses, la façon dont on les monte. Et ça, enfin, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris très tôt, enfin, dès le moment où je me suis intéressé au cinéma, enfin, à travers les conversations entre Hitchcock et Truffaut. Enfin, c'est quelque chose dont il parle tout le temps, le point de vue. Et c'est quelque chose, quand je fais des interventions en école de cinéma, que j'essaye de transmettre aussi, parce que enfin, comme vous dites, c'est essentiel. La question du point de vue est essentielle. Enfin, du point de vue de qui? Là, c'est le point de vue de Stéphanie. Enfin, on voit tout. On perçoit tout à travers son regard, et du coup on fait le trajet avec elle. C'est avec elle qu'on va découvrir qu'il y avait un témoin à la fenêtre, qu'elle va découvrir les vidéos, etc. Et c'est ça qui fait qu'on s'identifie et qu'on rentre, ce qui nous permet de rentrer dans une histoire et d'y rester jusqu'au bout. C'est là qu'on voit un thème cher à Dominique, c'est la thématique de la manipulation ainsi que de l'importance du chaos. Et dans ce film, tout se lit sur la manipulation de la vérité, où à la fin, on préfère détourner du regard plutôt que de regarder en face ce qui nous entoure. Et là aussi, tout ce surplus d'images violentes peut tenter de manipuler l'opinion en donnant une autre version de ce qu'elle montre. Donc on aperçoit les méandres par lesquels il faut passer pour arriver à la vérité. Ouais. Et même quand on arrive à la vérité, eh ben, on ne peut pas vraiment la faire avec la tête juste, ça qui est formidable. Et je rappelle que ça se passe entre 2018 et 2019. Donc imaginez ce que ça pourrait faire au moment où l'IA sera plus performante. On ne saura plus ce qui est vrai ou non. Bien que avant cette technologie, on arrivait bien à manipuler l'image. C'est là qu'advient une certaine perception de la post-vérité, où il vaut mieux mentir pour donner une apparence trompeuse de la vie. Je crois que t'as oublié de parler du sujet principal du film. Quoi ? Voilà, comme ça, il n'y aura pas de problème. Ah ouais. Oui, l'un des sujets tabous que le cinéma français n'ose pas trop s'y pencher davantage, c'est la manière où cette violence disproportionnée arrive jusqu'à justifier ses actes alors que tout n'est fait pour qu'on combatte ça. Et quand on parle de ce thème, on va plus sur l'émotif que sur la réflexion de cette intention. Puis comme il est dit dans le film, si on n'arrête pas ceux dans la police qui tournent mal, les bons flics finiront par partir. Ça m'enchante pas tous les jours, mais quand il y en a qui font de la merde, il faut qu'ils assument. C'est cette minorité qui détériore la police. Bien que maintenant, ça doit être le contraire. Et les protéger ne fera qu'accentuer cette défiance. C'est une thématique où je sais que bon nombre nieront ce que je dis. Et bon, c'est comme ça, il faut l'accepter, tout comme on a accepté le fait que le narcotrafic serve à l'État français pour s'en mettre plein les fouilles, s'en mettre plein dans le nez. Oui, c'est ce qu'il nous l'a dit, le leader suprême. Il a dit que les bourgeois en consommaient beaucoup. Oh là, stop, tu t'éloignes beaucoup trop du propos, là. Puis avec ce film, on peut y voir un triptyque sur les gilets jaunes et l'explosion de l'état de droit, avec un pays qui se tient
sage et les braises. Quand on voit l'ensemble de ces 3 métrages, on a une sensation de désillusion de notre pays macroniste, où à la fin, tout ne sera que destruction. Déjà, il nous présente le gilet jaune différemment de ce que le média mainstream a voulu nous faire croire. Je me suis rendu compte que qu'il a été quasiment pas traité au cinéma, alors que c'est quand même un mouvement qui a secoué le pouvoir, le gouvernement, la France entière, et à côté duquel j'étais, j'avoue, un peu passé, parce que comme beaucoup de gens, et probablement influencé aussi par pas mal de médias, je m'en méfiais un peu, parce qu'au début c'était présenté comme un mouvement populiste qui pensait que au prix de l'essence, il n'y avait rien derrière, et puis petit à petit je me suis évidemment rendu compte que c'était beaucoup plus complexe que ça, qu'il y avait une envie de participation démocratique, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des violences aussi, mais c'était pas que ça, quoi. Voilà. Certes, il y en a qui n'étaient là que pour montrer leur colère trop brutalement, mais pour d'autres, c'était une cohésion décidée avec une approche de paix pour qu'on voit ces personnes invisibilisées et qu'on les écoute. Une vraie reconnaissance de ceux qui font marcher le pays. Et là, l'individualité avait disparu. Mais on sait tous comment ça s'est terminé. Le fait que les représentants politiques n'aient pas le courage ou la décence de dire ça, qu'est-ce que ça leur coûte, quoi, de reconnaître, c'est des citoyens, qui ont voulu manifester, qui étaient parfaitement dans leurs droits, et j'espère au moins que le film va contribuer un peu à ce qu'on prenne la souffrance de ces personnes en considération. Voilà. Ensuite, dans le casting, on a Solane Macadou-Graner, Sandra Colombo, comme Perronnet, Mathilde Rioux, Jonathan Turnbull, Mathilde Roerich et Gus Lagi Malanda. Personnages intéressants qui montrent ceux qui vivent dans les banlieues et craignent de témoigner à cause en partie de la police. Mettre ce contraste un peu ignoré approfondit encore plus les points de vue et interrogations sur la relation du civil et de la police. Et donc le personnage d'Alicia, joué par Gus Lagi, amène un peu ça, puisqu'elle questionne aussi la démarche de Léa Drucker, en lui disant là vous vous y intéressez parce que ça se passe dans des beaux quartiers, que c'est des blancs, mais en fait nous en banlieue, il y a beaucoup d'abus et vous intervenez jamais, donc c'était important que cette thématique-là soit abordée. Mais celle qui marque l'esprit, c'est bien Léa Drucker, où elle est comme un bloc de pierre à vouloir régler cette affaire sans aucune émotion pour un monde plus juste. Et prouver que son métier n'est pas inutile. Ce n'est qu'à la fin qu'on voit un semblant d'émotion où tout semble la détruire de l'intérieur. Pour mettre en avant ce métier taciturne, il ne fallait exprimer aucune émotion, aucun ressenti. Donc j'ai rencontré des enquêtrices de l'IGPN, poser des questions sur comment on vit les choses quand on est en interrogatoire. C'est pas tant de leur demander les détails de leurs enquêtes qui m'intéresse, mais de savoir comment vous abordez, alors comment vous faites quand vous êtes en colère, quand il y a quelqu'un en face de vous que vous savez qui ment, ou que cette personne ment, ou que vous êtes bouleversé par un témoignage, comment vous faites. Donc ça c'était important de recevoir leur avis là-dessus, parce que je leur ai dit, moi je suis comédienne, donc je vais prendre en charge ça de façon émotionnelle et tout. Elle dit, non mais nous on n'a pas le droit d'exprimer les choses, nous on est là pour recueillir les faits, et tout ce qui peut nous arriver de frustration, de colère, de trucs, c'est pas nous on le montre pas en tout cas, c'est presque clinique. Donc ça c'était mon point, ma contrainte, c'était de faire vivre le film, de porter la narration du film, tout en étant tenu de respecter cette indication qu'on m'a donnée, qui était quand même très importante. C'est beaucoup sur son regard qu'on perçoit ce qu'elle garde en elle. Et la BO d'Olivier Marguerite, qui a déjà travaillé avec Moll pour La Nuit du 12, reviendra pour donner un thème musical différent, où il emploie dans la structure de sa musique une tension constante et souterraine pour unifier les différents plans d'une narration axée sur la parole et l'interprétation des images. La musique n'est pas tout le temps là pour rester dans un réalisme propre. Mais quand elle est là, ça chamboule tout, à un moment clé. Tout le long, on ressent une musicalité très ambiguë sur cette pression latente et le poids de l'enquête sur le personnage. On s'éloigne de l'aspect mélodrame pour approfondir une atmosphère obsessionnelle avec cet orgue qui prend tout. Mais la chanson de Jodassin, Siffler sur la colline, apaisera tout ça à moins d'appuyer l'illusion d'un monde où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Parce que c'est une chanson que chante en chœur la famille de manifestants qui vient de province et qui se rend à Paris pour manifester, et qui pour moi devait exprimer l'insouciance qui régnait dans cette famille-là avant que l'un des fils se fasse blesser, et que
cette excursion familiale tourne au cauchemar. Et voilà, donc je cherchais une chanson qui exprime cette insouciance et bon, par ailleurs j'aime beaucoup Jodassin et dans cette chanson en particulier, je trouve qu'il y a cette insouciance complète que je recherchais, d'où ce choix. Et pour le titre d'O 637, bien qu'il se nourrisse d'une affaire réelle, on peut y ressentir le poids d'une affaire où ce n'est qu'un chiffre parmi tant d'autres qui sera élucidé ou non pour passer à la suite d'une autre enquête. Nous ne représentons qu'un simple bout de papier. Ça peut approfondir une boucle dysfonctionnelle de ce système policier qui ne tente pas de régler ce qui vient de l'intérieur et de rester sur le qui-vive d'une méfiance amère de la police. C'est là où une séquence du film m'a étrangement fait penser à Dupont-la-Joie de Yves Boisset lorsque le personnage de Jean Bouise se confronte à son supérieur. À titre personnel, je pense que c'est parfaitement dégueulasse. À titre officiel, je ne pense à rien. Après, c'est moins brutal qu'un Boisset. C'est comme si cette continuité de vouloir laisser comme telle était la solution pour que tout aille pour le mieux, alors que non. Donc un film dossier assez important de notre décennie qui montre une cassure sociale qui ne fait que s'envenimer d'année en année avec un doute persistant de la confiance de notre autorité policière. L'autodestruction de la relation humaine ne fait qu'augmenter. C'est un questionnement légitime d'un monde qui ne fait que s'enfermer de plus en plus par lui-même et que la confiance de l'autre n'a plus aucune consistance. On a espoir qu'on puisse oublier la crainte du lendemain et qu'on puisse enfin apercevoir un jour meilleur pour qu'on arrive à redorer la confiance du civil et de la police. Et moi je crois aussi que encore pour revenir à cette idée de dénonciation, que le cinéma peut être là aussi pour réparer, pour essayer de réparer, pour essayer de montrer que le point de vue de l'autre existe et que des réconciliations sont possibles. Sur ce, je vous dis à la prochaine et je bonne mentionne les films que vous oubliez de mentionner. Franchement, c'est la honte. C'est des héros, les mecs. T'as vu tout ce qu'on leur demande? Tu peux pas te mettre un peu à leur place? Mais à force de trouver des excuses à ceux qui déconnent, les flics sérieux qui essaient de bien faire leur boulot, ils vont tous se barrer de la police. Ils sont jamais sanctionnés. Ce n'est pas le moment de provoquer la grogne des syndicats. Qu'est-ce qui vous arrive, Madame Bertrand? Si tout le monde pense qu'un autre point de vue que le sien est hostile, comment on tient ensemble? Je sais plus, moi.